Donc, bonjour à tous, bienvenue à la Ludiversité. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment faire un escape game et quelle est la bonne recette pour, pour en réaliser un. Alors, au fourneau aujourd'hui, donc je suis Élodie Lahaye, je suis professeure de lettres et formatrice dans l'académie d'Orléans-Tours et je suis également membre du collectif Scape. Donc, Scape, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association d'enseignants, de formateurs et de formatrices, un petit peu de tous les horizons. On est une vingtaine dans le collectif, de toutes disciplines, que ce soit du premier ou du second degré. Donc pour commencer, je vais vous faire la liste des ustensiles et des ingrédients essentiels pour réaliser un escape game. Mais avant, un petit retour sur ce que c'est qu'un escape game. C'est un jeu d'équipe où un groupe de personnes est enfermé. Et le but, c'est à partir d'indices cachés et d'énigmes à résoudre, il faut réaliser la mission et sortir de la pièce, ou en tout cas pour réussir la mission qui nous a été indiquée. Alors, pour commencer, il faut donc bien préparer ces ustensiles. Donc au niveau des ustensiles, il faut de la fouille. Un peu de fouille, voilà, c'est quand même l'élément essentiel dans un escape game. Ensuite, une ou deux étapes, donc je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Quelques cadenas, une pincée de magie, donc on verra comment on peut contribuer à faire de la magie, sans oublier évidemment les codes qui vont permettre de résoudre les énigmes. Ensuite, il faut savoir donc reconnaître les bons produits. Alors, qu'est-ce qu'un bon produit? C'est donc au niveau des énigmes. Et donc, qu'est-ce qu'une énigme? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Donc, une énigme. Dans une énigme, il va falloir ménager donc la part ludique de ce que vous voulez faire, d'accord, c'est l'idée ici, et en même temps la part pédagogique de votre énigme, parce que là, on parle bien d'escape game pédagogique. Alors, il faudra évidemment veiller au niveau de difficulté de vos énigmes en fonction du niveau des élèves. Ensuite, l'énigme, il faudra faire attention, il n'y a pas de consigne précise, d'accord? La différence, c'est que ce n'est pas, comment dire, un exercice classique, et donc il faudra veiller à bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de consigne précise. Et pour finir, l'objectif, c'est la diversité des différentes énigmes. Alors, par rapport à ça, justement, on peut varier les ingrédients et varier la typologie des énigmes. Donc, il en existe plusieurs sortes. Donc, tout ce qu'on appelle les énigmes avec codage, donc que ce soit par substitution ou par ordonnancement. Ce qui est très connu, par exemple, comme codage, c'est par exemple le code César. On a tout ce qui est énigme avec superposition. Donc là, on va pouvoir jouer avec des cardans, donc, où un élément de superposition va venir révéler des mots, des jeux de transparence, des filtres colorés, des révélateurs différents. Tout ce qui est manipulation, donc les mécanismes. Par exemple, en sciences, on peut avoir un protocole à suivre pour résoudre une énigme. Tout ce qui est observation, donc là, il y aura évidemment la fouille, mais on a également tout ce qui est puzzle, des repérages, tout ce qui est encre invisible, et les jeux de logique, donc les devinettes, tout ce qui est mots croisés, etc. Donc, je vais vous mettre dans le chat, si vous voulez voir, on a sur Scape, on a listé une typologie des énigmes que vous retrouverez à cette adresse. Donc, je vous l'envoie. Voilà, où vous aurez différents exemples et ça pourra vous donner des idées de réalisation. Donc, une fois qu'on a nos ingrédients, voilà, on peut également utiliser des outils numériques. Donc là, il faudra veiller à bien doser ce qu'on veut utiliser au
au niveau du numérique. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre, hein, on peut avoir un escape game totalement sans numérique, hein, totalement réel. On peut avoir des escape games semi-virtuels ou totalement virtuels. Donc, quelque chose que nous, on aime bien, c'est Loki, qui permet d'avoir des cadenas, de créer des cadenas de différentes natures. Ça peut être des cadenas couleurs, des cadenas musicaux, voilà. Il y a Learning Apps que vous devez connaître, où on peut faire différents types d'exercices. H5P aussi, on va retrouver des éléments. Et puis aussi donc sur Geniali, avec notamment toutes les extensions créées par Scape, voilà, que vous retrouverez sur Geniali. Donc quand vous préparez un escape game, il faut évidemment veiller à votre IMC. Alors, l'IMC, c'est vraiment l'importance de l'équilibre entre plusieurs choses. Donc la première chose, c'est évidemment l'immersion. Il faudra veiller à doser cet élément. Ensuite, le mouvement. Donc le mouvement, c'est faire en sorte que voilà, les élèves soient actifs, qu'ils puissent faire des choses, qu'ils vont se déplacer. Ça ne va pas être, entre guillemets, un cours classique. Voilà, ça va faire du bruit. Enfin, il faut vraiment penser à ça. Enfin, ça fait partie de l'escape game. Et puis, ce qui est très important également, c'est la notion de collectif. Voilà, qui est vraiment ce qu'on veut mettre en valeur, la coopération et la collaboration dans le jeu. Et donc, il faudra veiller donc, à l'équilibre. Vraiment l'équilibre pour permettre l'exploitation des avantages du jeu, sans pour autant oublier les objectifs d'apprentissage. C'est-à-dire que voilà, il va falloir ne pas perdre les bénéfices de la ludification quand vous allez revenir sur les apprentissages qui sont en jeu. Donc là, vous voyez, on a une balance entre les différents objectifs que vous allez pouvoir viser. Donc voilà, on en présente plusieurs. Et les bénéfices liés à la ludification. Donc c'est un fragile équilibre à trouver, mais vraiment c'est l'essentiel, ce dosage. Donc on va avoir 5 éléments de base pour créer et réaliser un escape game, les 5 éléments essentiels. Donc tout d'abord, évidemment, c'est la notion d'équipe. Cette notion d'équipe, elle est centrale. Donc après, il faut voir comment on met en place les équipes au sein d'un groupe classe. Parce que le but, c'est vraiment la coopération entre les élèves, réussir à réaliser la mission ensemble, et puis voir aussi comment les élèves vont pouvoir se répartir les tâches. Après cette notion d'équipe, on a bien évidemment les énigmes qui sont le squelette de votre jeu d'évasion. C'est ce qui va permettre voilà, l'enchaînement des différentes énigmes, la façon dont vous allez avoir réalisé votre scénario, qui va vous permettre d'avoir le squelette et l'avancer dans votre histoire. Ensuite, quelque chose d'essentiel, donc c'est le troisième E, c'est express. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le jeu, c'est vraiment un temps provisoire. Les élèves, quand ils rentrent dans le jeu, ils savent que c'est un temps limité, à un moment donné. Et ce temps limité, ça va être un facteur d'engagement pour les élèves. Parce qu'ils savent voilà, qu'ils sont dans le jeu à un moment et que le jeu va s'arrêter. Ensuite, il y a cette idée d'évasion. Alors, cette idée d'évasion, elle est double. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'évasion au sens de l'évasion mentale, physique. Quand on est dans un jeu, voilà, on va se prendre au jeu, justement. Et c'est ce qui va permettre cette évasion. Et puis, il y a l'idée de l'évasion de la pièce. Alors, il va de soi qu'avec des élèves, on ne va pas les enfermer dans une pièce. Le but, c'est vraiment voilà, de leur donner une mission. Donc, ça peut être la délivrance, par exemple, d'un personnage, d'un objet. Mais en tout cas, il y aura quelque chose à la fin à libérer qui va permettre ce double sens de l'évasion. En ce qui concerne le 5e E, évidemment, c'est l'aspect éducatif dont je vous parlais tout à l'heure. Il ne faut pas oublier qu'il y a des visées pédagogiques, qu'il y a une visée pédagogique et voilà. Et puis, on a un 6e, donc une fois qu'on a tout ça, on a un 6e E, un 6e élément
qui vient nuancer du coup la définition des différents éléments de base, c'est l'émotion, qui est essentielle dans un escape game, parce que les élèves vont en effet ressentir des émotions et je vous en reparlerai tout à l'heure. Ce sera important après le jeu de revenir sur ces émotions parce que les émotions vont aussi faire partie de ce que les élèves vont retenir et qui va permettre justement d'ancrer un peu plus les apprentissages. Donc une fois qu'on a tous nos éléments, on peut passer donc aux différentes étapes de la recette. Voilà. Donc la première chose, il va falloir concocter vos plats. Alors, qu'est-ce que c'est que concocter ces plats? C'est évidemment la créativité que vous allez mettre en œuvre pour réaliser votre escape game. La première chose à faire, c'est trouver un scénario. Et dans ce scénario, voilà, quel est l'objectif final? Qu'est-ce que vous voulez que les élèves retiennent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et à partir de là, bah, donc, vous allez pouvoir concevoir votre organigramme. Donc là, vous en voyez plusieurs exemples, hein. Des exemples, voilà, version papier, version numérique, à chacun de trouver sa façon de faire son organigramme. Moi, je vous avoue que le plus souvent, c'est sur une feuille de brouillon bien chiffonnée. Et voilà, les différents liens, donc comment les différentes énigmes vont s'imbriquer les unes entre les autres, oui, pour arriver à la résolution finale et aux objectifs que vous vous êtes fixés. Donc ça, c'est la première chose. Bien concocter son scénario, bien faire en sorte voilà, que les différentes étapes pour vous soient bien claires. Donc ça demande un gros travail d'anticipation. C'est le moment, en fait, essentiel, le moment central. Ensuite, il va falloir dresser la table. Donc dresser la table, c'est tout ce qui va être la conception. Une fois que vous avez votre scénario, que vous avez vos idées d'énigmes, il va falloir passer à la phase de réalisation. Donc concevoir les énigmes, les supports des différentes énigmes. Et puis, bien sûr, veiller à favoriser, donc on en parlait tout à l'heure, l'immersion. Donc pour favoriser l'immersion, ça va passer par le décor, par exemple. Là, vous voyez là, dans la photo que vous avez sur la gauche, hein, je reparlerai de cet exemple tout à l'heure, on a un lieu qui a clairement été envisagé pour l'escape game avec des éléments de fouilles, de décor partout, qui visent ici à nous plonger dans ce qu'on appelle dans le bazar de Scheherazade, dans le monde des mille et une nuits. Et puis sur les deux autres photos, donc là c'est un escape game réalisé par Patrice et Mélanie, hein, du collectif, qui est sur la recette du bonheur. Et donc vous voyez que tous les éléments renvoient à l'univers de la cuisine et ça va même jusque dans les détails parce que vous avez en bas à droite donc là les différentes équipes, donc la team carotte et la team brocoli, qui renvoient également à l'univers de la cuisine. Donc voilà, ce sont plein d'éléments, mais il faut bien tout anticiper pour que le jour J, tout se passe bien. Et je vous conseille, moi, on vous conseille, hein, de toute façon, de tester avant. Voilà, de faire un bêta-test avec des collègues, votre famille, vos enfants, enfin voilà, pour voir si tout fonctionne bien et si tous les éléments de détail auxquels vous allez penser sont pertinents. Ensuite, donc, il faut orchestrer un menu complet. C'est-à-dire que votre escape game, il va se passer en plusieurs temps. La première chose qui est vraiment aussi essentielle, une fois qu'on a fait les différentes étapes, c'est de veiller à l'introduction. Cette introduction, elle peut être de différentes manières, mais c'est ce qui va permettre l'immersion vraiment pour les élèves. Et puis, veiller à ce que la mission soit bien décrite, bien précise, pour qu'ils sachent pertinemment ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est essentiel dans la compréhension des consignes. Une fois que vous avez cette introduction, il va y avoir la phase de jeu. En ce qui concerne la phase de jeu, là, j'en reparlerai tout à l'heure, là, le maître du jeu que vous êtes en tant qu'enseignant, il va devoir prendre du recul pour laisser les élèves jouer, justement, résoudre les énigmes. Et la troisième étape, donc ce sera celle du débriefing, qui permettra de revenir sur ce qui a été fait, sur les différentes étapes, et aussi sur les apprentissages. Donc ce sont les 3 temps essentiels pour l'escape game. Alors justement, pour la contextualisation et pour l'introduction du jeu, il est bon de pouvoir surprendre vos convives. Donc on peut le faire de différentes manières, hein. Donc voilà, vous voyez par exemple Cyril Mistro-Rigaud qui lors de son escape game consacré à Antigone
en classe de troisième en cours de français, s'est mis dans la peau de Sophocle, donc par le déguisement. On peut avoir donc une bande-annonce numérique. Donc là, on a deux exemples. Hein. Vous avez donc dans une salle de classe et puis pareil, la bande-annonce d'un escape game virtuel. Donc voilà, vraiment soigner cette entrée en matière qui va permettre tout de suite de plonger les élèves dans le jeu, dans le cercle magique du jeu et de les engager. Donc, une fois que vos convives sont surpris, qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, vous n'avez plus qu'à les observer. Alors, vous n'avez plus, attention, hein, ça se prépare, ce temps de lâcher prise, en fait, il est essentiel pour vous et il va être, voilà, on voit bien les élèves là, en train de jouer, il va être d'autant plus, enfin, comment dire, d'autant plus facile à partir du moment où vous aurez bien préparé en amont tous les temps lors de la conception. C'est-à-dire que vous aurez pensé au coup de pouce que vous pouvez leur donner, ce qui va diminuer aussi le temps d'intervention de l'enseignant, et qui va également permettre voilà, de bien voir comment ils vont se mettre à coopérer et collaborer entre eux. Voilà. Donc par moment, oui, vous allez intervenir, mais intervenir de manière ponctuelle pour pouvoir voilà, leur glisser un indice. Mais on peut imaginer aussi que ces indices, ils ont été préparés avant et ils ont par exemple des petits symboles, des petites choses qu'ils vous donnent et en échange, ils peuvent obtenir un indice s'ils sont bloqués sur une énigme. Mais si les énigmes ont été bien pensées, ils vont vite entre eux justement voir comment ils peuvent faire et voir comment ils peuvent le réaliser. Et donc observez-les encore. C'est vraiment la base en tant qu'enseignant et maître du jeu là pour le coup. C'est-à-dire que vous allez prendre du plaisir à les voir jouer, à les voir entrer dans cette histoire. Et puis eux aussi vont prendre du plaisir. Et en même temps, voilà, on va avoir ce qui s'appelle une image ce qu'on appelle le flow. Hein, c'est vraiment la capacité du joueur à se plonger pleinement dans le jeu. Et vous allez voir leur concentration et leur engagement pendant cette phase de jeu. Ensuite, il sera temps de passer au dessert. Donc avec l'ouverture du code final, donc ça peut être un coffre à ouvrir, un cadenas dont il faut trouver le code, une bombe à désamorcer, et donc la récompense. Alors pour la récompense, libre à vous d'en mettre vraiment une, ça peut être voilà, régulièrement des bonbons ou autre, mais ça peut aussi être tout simplement le plaisir d'avoir réussi, comment dire, à réaliser quelque chose tous ensemble. Moi, personnellement, le plus souvent, c'est juste ça, en fait. C'est le plaisir d'avoir réussi la mission et d'avoir sauvé soit une personne ou d'avoir réussi à trouver le code. Et le plaisir, il est déjà immense pour les élèves. Et il faudra finir sur une petite note digestive. Donc justement, c'est la phase du débriefing, la prise de conscience et la phase des apprentissages. Donc ce débriefing, il va se faire en 3 temps. D'abord, c'est un recueil des émotions. Ce que les élèves ont ressenti, vraiment, c'est une étape importante qui va concerner le ressenti des joueurs. Ils vont pouvoir se libérer de la surcharge émotionnelle qu'ils viennent de vivre, parce que je vous rappelle que c'était en temps limité, qu'ils ont dû collaborer. Alors, parfois, voilà, c'est vraiment un moment intense pour eux quand ils sont vraiment pleinement engagés. Et donc, voilà, une phase de ressenti. Donc, on peut le faire de différentes manières. Hein. Là, on voit un exemple de débriefing d'Ivan Huro, donc une collègue du membre du collectif aussi, qui, avec l'organigramme en araignée, là, permet un temps de retour collectif sur ce que les membres ont vécu. Donc, s'ils ont bien géré le temps, s'ils se sont bien répartis les tâches, s'ils se sont amusés. Enfin, voilà. Cette phase, elle doit avoir lieu le plus tôt possible, juste après le jeu. D'accord. Donc, ça peut être un temps collectif, mais aussi, moi, je pratique le temps individuel. Je vous montrerai après.
Et puis ensuite, on va pouvoir, une fois qu'on va avoir ces émotions qui ont été recueillies à chaud, ça va permettre d'initier les premières interactions pour les étapes suivantes. D'accord? Donc là, c'est vraiment une écoute ou une étape où nous, on est attentif. On va pouvoir récolter un maximum de matière et rebondir. Quand on va passer à la deuxième phase du débriefing, c'est vraiment celle des enseignements. Donc là, on va revenir sur les énigmes. Donc, comment les élèves ont fait pour réaliser les différentes énigmes, comment ils s'y sont pris, quelles ont été les différentes étapes du jeu. Voilà. En fait, on rejoue un peu le match de manière plus cadrée. C'est toujours les élèves qui ont la parole, mais on oriente vraiment la discussion vraiment pour revenir sur les différentes séquences du jeu. Et on le fait de manière chronologique, ce qui va permettre de refaire toute l'histoire. Donc vous retrouverez ces éléments. Je vois que Charlie, merci, tu mets les différents liens dans le chat qui vous permettent de revenir sur les différents points essentiels. Et une fois qu'on est revenu sur ça, on va pouvoir passer à la phase d'ancrage, donc qui va être la synthèse de ce qu'il va falloir retenir, parce que évidemment il y a une phase d'enseignement. C'est ce qu'on veut que les élèves retiennent, aussi bien au niveau des contenus disciplinaires, et puis on verra quelles sont les différentes compétences qui ont pu être sollicitées. Donc là, c'est vraiment le moment où l'enseignant va voir ce que les participants, les joueurs ont compris, découvert, appris, et on pourra donc passer à la phase de conclusion avec les points clés, donc à synthétiser sous la forme choisie par l'enseignant au niveau des savoirs à retenir. Donc vous avez compris qu'un escape game, c'est une symphonie culinaire bien orchestrée qui va permettre de donner la banane et la patate au collectif classe. Donc moi, je vais vous donner un exemple de recette. Donc je suis prof de français. Donc je vais vous parler d'un exemple que j'ai mené en classe de 5e, qui s'intitule donc Au bazar de Scheherazade, donc qui était un escape game introducteur pour rentrer dans la lecture des contes des Mille et une nuits. Ça faisait un petit moment que je cherchais comment faire pour faire comprendre aux élèves cette histoire, et notamment, en fait, les Mille et une nuits fonctionnent par récits imbriqués, et donc des histoires les unes dans les autres, comme les poupées russes. Et on a dans les Mille et une nuits un récit cadre, donc c'est l'histoire de Scheherazade qui va donner lieu au récit de toutes les histoires, donc elle raconte pendant donc Mille et une nuits. Et mon objectif, c'était de faire entrer les élèves dans la lecture d'une œuvre qui est une œuvre du patrimoine, qui n'est pas forcément une œuvre facile pour eux, parce que, premièrement, c'est quelque chose d'éloigné de leur quotidien, au niveau des références, au niveau de l'époque, de la culture. Donc il fallait que l'objectif, c'était vraiment de réfléchir à comment leur permettre d'entrer dans l'œuvre, et puis voir comment l'absorption du jeu peut favoriser justement l'absorption dans la lecture. Et puis je reviens sur l'idée du cercle magique dont je parlais tout à l'heure, où quand on joue, on est dans un cercle magique, mais on trouve également ça dans la lecture. Il y a Picard, dans un de ses livres qui s'intitule La lecture comme jeu, qui dit bien que la lecture, c'est un cercle magique. Donc comment faire entrer dans le cercle magique propre à la lecture à travers le cercle magique qu'on retrouve dans les jeux d'évasion. Donc voilà, c'était vraiment la question que je me posais et ce que je voulais essayer de mettre en œuvre. Donc pour ça, j'ai créé avec une autre collègue de lettres un scénario où l'objectif c'était de sauver Scheherazade, sans leur dire comment elle s'appelle, etc. Donc leur rappeler au cœur d'un palais qu'il y avait une princesse en danger, et il fallait trouver la ruse, donc, qui est en fait le récit cadre des Mille et une nuits, qui va lui permettre d'échapper à la mort. Donc là, le scénario, on l'a conçu de façon à ce qu'on puisse revoir plusieurs choses, aborder au niveau des objectifs pédagogiques qu'on avait en tête, c'était aborder la notion de héros, donc qui est au programme de la classe de 5e, et justement ça va interroger aussi la posture même de l'élève au cours du jeu, qui va devoir devenir le héros parce qu'il doit sauver une jeune princesse qui est en danger de mort. Donc comment résister à un tel défi. Ensuite, je voulais leur montrer comment les contes des Mille et une nuits se sont diffusés de l'Orient jusqu'à nous, où ils ont pris naissance et comment ils sont arrivés en France.
leur montrer donc le récit cadre et puis ça permettait de travailler sur différentes compétences, que ce soit des compétences de lecture, des compétences lexicales à travers les différentes énigmes et puis des compétences également orales. Enfin voilà, ça me permettait moi vraiment de reprendre en plus à travers ce scénario les différentes composantes du conte, c'est-à-dire la présence d'un opposant ici, voilà un tyran qui tue chaque jour une princesse, euh, la présence d'un adjuvant, donc là en l'occurrence l'élève, la fonction morale aussi de ces différents contes, et puis tout le rôle joué par le merveilleux. Donc il existe différents types de scénarios, hein, vous pourrez les retrouver sur le site de Scape. J'avais choisi un scénario convergent simple, donc parce que j'avais 30 élèves, donc j'avais fait 6 équipes de 5 élèves, où ils avaient donc des énigmes différentes qui leur permettaient, donc il y avait plusieurs étapes, il y avait une énigme de départ et 3 énigmes pardon, de départ où les élèves devaient retrouver chacun un chiffre à la fin. À partir de ça, ils devaient avoir un chiffre commun pour ouvrir un premier coffre à l'intérieur duquel il y avait un cryptex et puis il y avait un final collaboratif. Voilà. Alors, vous pourrez retrouver en détail hein, tout le scénario et tous les documents sur le site de Scape. Évidemment, il a fallu, donc une fois que le scénario est pensé, les énigmes également, favoriser l'immersion. Donc là, pour l'immersion, j'avais la chance d'avoir dans mon établissement, parce qu'on était en travaux, des préfabriqués. Et donc, on a créé clairement le bazar de chez Erazade. Donc là, on a pu installer plein d'objets pour vraiment aussi favoriser la fouille avec donc vous voyez sur l'image de gauche des faux livres qui vont permettre de dissimuler des choses. Sur la deuxième image, vous constatez qu'on a également tout un endroit où vous avez comme un étal de marché avec plein d'objets différents. Et puis, au fond, sur l'image de droite, vous voyez qu'au fond de la salle, c'est pareil, il y a une carte avec une carte géographique et tout autour des petites cartes dissimulées qui sont des cartes qui correspondent à autant de lieux et qui sont des cartes à gratter. Voilà, donc les élèves vont vraiment avoir à se déplacer dans la salle et puis chaque équipe a son emplacement pour travailler. Ensuite, donc, il y avait des énigmes variées, donc je ne reviens pas sur les différentes idées d'énigmes, mais pour vous montrer, voilà, par exemple, la première, hein, où c'est écrit « Ouvrez l'œil », il y a un message à décoder, où il faut retrouver qui a permis, l'auteur qui a permis qu'on connaisse aujourd'hui les mille et une nuits en France. Donc là, avec une énigme où on a besoin d'un filtre pour décoder, un filtre rouge. Vous voyez qu'on a un puzzle, donc un puzzle où il y a des coordonnées géographiques. Donc là, les élèves devaient aller utiliser le génie de Google Maps pour retrouver donc une destination et obtenir une carte à gratter qui leur donnait un chiffre. Et donc le puzzle, en fait, au départ, il y a une véritable image et il fallait qu'il le retourne, en fait. Donc l'idée, c'était vraiment de comprendre, c'est ce qu'on a dans les mille et une nuits, qu'il faut vraiment pas se fier aux apparences. Une énigme de vocabulaire, donc voilà, il devait retrouver le mot qui est d'origine de la langue de Scheherazade, donc l'arabe, à partir d'un dictionnaire. Et dans la pièce, il y avait ces différents vêtements qui étaient disposés. Il devait le retrouver. Il y avait un chiffre dessus. Voilà. Ensuite, voilà, un autre type d'énigme. Donc, une énigme là, donc, où il faut lire un texte, sauf que, pareil, toujours ne pas se fier aux apparences. Et donc là, on a un code, en fait, 437 qui indique la ligne, le mot et la lettre du mot. Voilà. Et à chaque fois, chaque groupe va obtenir une lettre qui leur permettra de trouver un mot pour ouvrir le cryptex. Et évidemment, contexte des mille et une nuits, le mot de passe était Sésame. Voilà. Et à partir, donc il fallait qu'ils remettent les lettres dans le bon ordre. Et à la fin, donc ils avaient une dernière énigme avec la fin du texte, donc qui est la ruse en fait de Scheherazade, qui va demander à sa sœur Dinarzade de lui demander de raconter tous les jours une histoire avant le lever du soleil. Et elle ne finira pas son histoire pour faire en sorte que le sultan ne la tue pas. Et donc chaque élève a un texte en lit penché. Donc le lit penché, vous trouverez ça pareil, c'est un outil créé sur Scape. Donc vous pouvez, voilà, il faut juste lire de manière penchée. Et les élèves devaient remettre le texte dans le bon ordre, voilà, pour que ce soit validé et qu'on puisse ouvrir donc le cadenas final.
et donc enfin pas le cadenas final, qu'on puisse libérer finalement, chez Erazade. Je répondrai aux questions, après. Je finis et puis comme ça ce sera, plus simple. J'ai bien vu la question, Sandy dans le chat, mais je vais y répondre après. Et du coup après, le débriefing, hein, donc le débriefing, moi je l'ai fait en plusieurs temps. Donc là je vous montre, ce que j'ai fait. Donc un premier, là j'ai fait un débriefing individuel, le ressenti, pendant et après le jeu, donc ce qu'ils ont ressenti au cours de la séance, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins apprécié. Moi, ce qui me permet aussi de revenir, sur, voilà, sur l'organisation de mon jeu, voir ce qui fonctionne pas. Et puis, même chose, un petit positionnement. Si, j'ai cherché, proposé mes idées, ça me permet de voir l'organisation du groupe. Et un temps collectif aussi, si, nous sommes répartis les tâches, s'ils ont bien travaillé dans le calme, s'ils ont vraiment confronté les idées. Enfin voilà. Après, travailler dans le calme, c'est toujours relatif, hein, évidemment, ça fait plus de bruit, qu'une séance habituelle, mais c'est pas du, enfin pour moi c'est pas du bruit, c'est du temps de travail, donc voilà. Et puis ensuite il y a un second temps. Donc là, je ne vous l'ai pas montré, mais si certains sont intéressés, je pourrais, où les élèves, on revient sur ce qui a été vu, on reprend pareil tout le déroulé, et les élèves ont une fiche avec les éléments qu'ils doivent retenir, et ce qui me permet moi ensuite d'entrer plus facilement dans la lecture des contes des mille et une nuits. Une fois qu'ils ont compris le récit cadre, ils ont compris d'où ça vient, ils savent voilà, les différents éléments qu'on va retrouver au fur et à mesure. Et cette séance marche vraiment bien parce que tous les ans, enfin ça fait 3 ans maintenant que je fais, je crois, les élèves comprennent bien comment ça fonctionne et ils s'en rappellent. Donc maintenant, je suis prête à écouter vos questions. Donc n'hésitez pas, et vous pouvez prendre vos micros aussi, hein, si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Donc pour les accessoires, alors clairement là, c'est financé sur fonds propres. Alors on peut, hein, dans certains établissements, demander à l'établissement, il y a pas trop de problème. Après, étant donné que j'utilise aussi le matériel en formation, j'avoue que j'aime bien avoir mon matériel, et ce qui me permet, voilà, de, comment dire, de l'augmenter aussi au fur et à mesure. Et puis si jamais c'est cassé, bah, c'est moi qui rachète. Après, au début, j'ai vraiment commencé avec très peu de choses, hein. Vraiment, il faut se dire qu'on peut partir avec, voilà, si on a un cadenas, moi j'aime bien fonctionner avec le cadenas couleur, là c'est ce que j'avais utilisé. Un cadenas, comment dire, allez, une lampe UV et puis un ou deux stylos UV, il y a, voilà, des petites choses, et puis on se dote au fur et à mesure, et puis on trouve des choses dans certains magasins, dont je tairai le nom, mais qui commencent par A et qui finissent par rayon, qui sont pas excessifs. Et puis sur internet aussi, il y a pas mal de choses, hein. C'est pareil, alors j'ai pas le lien ici, mais sur le site de Scape, on a recensé, hein, une liste de matériel qu'on peut avoir. Mais vraiment, on peut au départ faire ça, hein. Oui, voilà, on peut faire ça aussi, ouais, sur Canva. Enfin, on n'est pas toujours obligé de faire, on peut faire un cadenas numérique et puis utiliser le matériel de l'établissement. Si on a par exemple des tablettes dans l'établissement, des choses comme ça. Enfin, moi, je sais que j'utilise, voilà, par exemple, l'Escape Game dont je vous ai parlé. Ils avaient besoin d'utiliser Google Maps. Ben, j'avais pris des ordinateurs. On peut aussi, et puis on peut faire du tout numérique, hein, également. Donc voilà pour le matériel. Mais voilà, filtre rouge, on peut utiliser par exemple du calque rouge, ou vous savez les lunettes 3D en papier là qu'on avait parfois avec certains, qu'on trouve dans certains jeux, etc. Enfin, utiliser ça. Après, moi j'utilise pas mal de choses que je récupère, hein. Je fabrique des choses. Enfin voilà, j'aime bien bricoler, donc avec des boîtes, je fabrique des coffres. Voilà, on trouve des cadenas en plus à tous les prix, hein, donc voilà pour le matériel.